Les Instigateurs, podcast numéro 7. Aujourd'hui, on vous parle de c'est quoi la différence entre la tactique et la stratégie? Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Son nom est Mathieu Dumont, mon nom est Dave Ruel. Matt, what's up? What's going on, buddy? I'm good, man. I'm good. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de cool, que je trouve vraiment important, la tactique et la stratégie. Quelque chose qui est assez... C'est zone grise pour beaucoup de personnes. Ouais, on se demande, c'est-tu pas la même chose? Qu'est-ce qu'est la différence de ça, la tactique et la stratégie? Mais il y a une énorme différence, en tout cas, à mon point de vue, entre la tactique et la stratégie. C'est quoi, toi, que tu vois, Matt, le plus souvent? Quelle est la misconception, si tu veux, ou la confusion par rapport à ça que tu vois le plus souvent? C'est que les gens vont... il y a plusieurs niveaux. Là. Mettons, présentement, dans ma réalité, c'est que je vois tellement de personnes qui vont bâtir une business sur une seule tactique en pensant que ça va être la solution à tous leurs problèmes. La volonté de mettre plein de tactiques en place sans avoir réfléchi, bon, mais comment est-ce que ça se rejoint tout ensemble? De penser qu'une stratégie, c'est juste de faire plein de choses différentes en même temps. Non, ça prend une cohérence si ton but n'est pas identifié. Donc, c'est ça, comme tu l'as mentionné en intro. Malheureusement, les personnes plusieurs entrepreneurs vont quasiment travailler à l'envers. Donc, définir des tactiques et ensuite voir comment est-ce qu'on peut ficeler une stratégie avec ça, alors que ça devrait être complètement l'inverse, de voir quelle est la culture de business, ensuite la stratégie et quelles sont les actions pour la nourrir. C'est parce que souvent, on va partir de... il y a 2 points. Je pense qu'il y a 2 points de départ pour la majeure partie des entrepreneurs. De un, c'est soit un produit. Hein, le produit est là. Et puis, on va essayer de le lancer, puis de le monétiser. Ou le 2, c'est on va avoir du succès peut-être avec une tactique et se rendre compte que oh merde, ça fait maintenant ça marche plus. Tu sais, tu le vois, on le voit assez souvent. Moi, je l'ai vu dans le milieu du online business avec les lancements orchestrés. Es-tu familier avec ça un petit peu, les lancements orchestrés? Oui. Donc, les lancements orchestrés, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de lancer un produit en grande pompe avec plusieurs affiliés, plusieurs partenaires, et il y a une séquence tactique à la chose. Et il y a beaucoup de monde qui a fait beaucoup d'argent avec des lancements orchestrés, beaucoup de personnes qui n'avaient pas nécessairement on va dire, d'expérience entrepreneuriale derrière ça, qui ont fait beaucoup d'argent avec. Et pour eux autres, c'était le modèle. C'était la stratégie. La stratégie était de continuer à faire des lancements orchestrés 1 fois, 2 fois par l'année. Souvent, il y avait des produits qui étaient relancés plusieurs fois, ou 1 fois chaque année, ou 2 fois chaque année. Ça en devenait même un petit peu ridicule. Et puis souvent, ces personnes-là qui en ont lancé 1 fois, 2 fois, 3e fois, et là, ça commence à être pas mal moins performant. 4e fois, ça baisse encore. Et puis 5e fois, c'est quasiment inexistant. Et puis, ils se rendent compte que moi, le nombre d'entrepreneurs web qui me contactent, qui sont comme Dave, qu'est-ce qui se passe? Ma business est en train de tanker. Mais je suis comme, oui. Obviously. c'est pas étonnant que ta business est en train de tanker parce que c'est basé sur cette tactique-là et t'as pas cherché, si tu veux, stratégiquement à organiser ta business. Nous autres, comment je peux dire ça? Toi, chez Didact, ce que je vois, vous êtes très, très orienté stratégie et très peu tactique. Est-ce que je me trompe? Non, c'est parce que de notre côté, c'est une question justement que j'allais te poser. Tu vois-tu dans les business que tu as aidé l'erreur de dire on va monter une stratégie qui va englober toutes nos audiences? De penser qu'une stratégie peut être suffisante et souvent comme
la recette parfaite pour lever une business au complet. Comme tu as mentionné, du côté Didact, nous, on a un modèle d'affaires qui est hybride avec des sous-audiences très différentes. Donc, en effet, j'ai pas nécessairement beaucoup de tactiques parce que j'ai beaucoup de stratégies différentes à alimenter. Donc, de là, j'essaie de voir, mais parce que justement, les audiences, ils sont pas à la même place, parlent pas le même langage, ont pas les mêmes besoins. Ultimement, oui, il y a un core set de besoins qui réunit tout ensemble, qui est les besoins de gérer plus facilement de la formation pour leurs employés. Mais de là, c'est ça, de dire, mais je peux pas, tu sais, un concept que je pose beaucoup, c'est faire attention de ne pas juste lever des cimetières. T'sais, souvent, je vais voir, mais OK, il faut que je sois sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur ça. Je suis comme, OK, pas de problème. Tu fais quoi avec? Je le sais pas. 3 semaines après, il y a déjà plus d'activité, ils l'entretiennent pas. Tu as juste créé des cimetières. Ouais. Donc, de là, de mon côté, je suis comme, je veux pas être Undertaker, là. C'est pas moi qui va gérer les cimetières. Donc, j'aime mieux être à moins de place, être plus justement stratégique de comme, mais comment avec une tactique, 2 tactiques, je peux l'ajuster, faire du fine-tuning pour qu'elle nourrit des stratégies différentes. Parce que moi, je regarde au niveau de la stratégie. Par exemple, on a toujours une stratégie de contenu, de marketing de contenu. Okay? Moi, j'adore le marketing de contenu comme une source de trafic. Au niveau du marketing de contenu, ta tactique, donc, doit être différente, que ce soit ton approche, peut-être un petit peu différente, que ce soit sur Facebook, que sur LinkedIn, par exemple, ou même sur Instagram, on s'entend. Et souvent, on va voir ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu cet expert-là qui était en gestion du temps, et elle utilise exactement le même contenu, si tu veux, le même format sur toutes les plateformes. Ben, c'est de l'inceste. C'est de l'inceste de marketing. Toutes tes plateformes couchent ensemble, puis ça donne tout le même résultat. Mais clairement, c'est clairement son point de départ est Instagram. Et à partir de là, elle a copié, si tu veux, un petit peu tout sur toutes les plateformes. Alors que, moi, ce que je vous conseille de faire, par exemple, si vous voulez voir au niveau contextuel, Gary Vaynerchuk au niveau marketing de contenu, qui est probablement le top, on va dire, en cette matière-là, ce que vous allez remarquer en suivant son contenu, si vous allez sur différentes plateformes, lui, il a cette stratégie globale de marketing de contenu d'être sur toutes les plateformes. OK? Regardez le contenu qu'il livre sur chaque plateforme. Le contenu Instagram est complètement... il ne vise pas la même audience, il n'est pas digéré de la même façon. Il est ciblé pour cette audience-là. Et celui sur LinkedIn est complètement différent. Moi, je préfère beaucoup mieux son contenu LinkedIn que son contenu Instagram. Mais un entrepreneur qui est dans la début vingtaine, il va capoter sur son contenu Instagram. Contenu LinkedIn, il va trouver un petit peu plus plate. T'sais? Donc, c'est important d'avoir des tactiques adaptées à la plateforme tout en ayant une stratégie globale de marketing. Donc, par exemple, c'est un bon exemple à ce niveau-là. Parce que, tu sais, c'est ça, des tactiques, ce n'est que temporaire. C'est une erreur que je vois souvent, puis je l'ai mentionné un petit peu au début, exemple, je vais revenir encore une fois sur Didact, des personnes qui m'arrivent, puis magasinent des fonctionnalités, puis je veux dire, peu importe si vous travaillez avec des applications, si vous êtes en business web, ou même si vous n'êtes pas en web, quoi que ce soit, tu sais, souvent, on va magasiner des fonctionnalités sans trop savoir pourquoi, juste parce que, on en entend beaucoup parler, je dois en avoir besoin, puis de là, dans le fond, on met toutes nos billes sur une tactique, une fonctionnalité, en pensant que justement, mais on va être capable de faire un bon bout. La réalité est, si vous faites ça, vous mettez votre business otage. Vous avez parti un timer que vous ne savez pas c'est quoi le temps qui reste. Ça, c'est très dangereux. C'est à la limite irresponsable en tant qu'entrepreneur. Parce que justement, c'est des trend marketing, puis de là, tu vas surfer un petit bout, puis comme on en a mentionné dans un des premiers épisodes avec les revenus passifs, le danger avec ça, c'est aussi la désillusion. Les personnes, au début, tu vas avoir un très bon résultat, puis tu penses que comme, OK, là, j'ai mon approche, c'est bon, j'ai un gros retour sur ce que je fais présentement, mais les gens, après ça, les gens sont de plus en plus alertes aussi aux différentes tactiques, deviennent rapidement blasés, et l'effet de surprise, l'effet de nouveauté, l'effet d'authenticité, de fausse authenticité, très souvent même, devient rapidement terni. Puis là, on rembarque dans un mode, OK, mais j'aurais réussi à faire 3 mois sur ça. Maintenant, je reviens à la case départ. Je dois chercher, c'est quoi? Tu es toujours en mode rattrapage. Quelle est la prochaine tactique à la mode? Donc, c'est facile d'essouffler une business. Puis le problème, c'est que malheureusement, avec la vitesse où les tactiques évoluent et changent,
le temps d'en maîtriser une, elle est déjà plus à la mode, elle est déjà plus à jour. Donc, c'est vrai ce que tu dis parce que ça arrive tellement vite. Et puis moi, je le vois en ligne. Écoute, ça fait 12 ans que je suis online et puis c'est sûr que tu pouvais surfer une tactique pendant des années. Tu sais, auparavant, maintenant, c'est 6 mois, 3 mois. Des fois, les tactiques, le temps de le dire, des fois, c'est un algorithme favorable va amener une tactique qui a du succès. Et puis, Facebook a changé son algorithme. Terminé. Exact. C'est pour ça que je suis hyper sceptique des experts en ligne. Parce que de là, une personne qui va avoir mis tout son temps, son argent, ses efforts à aller se positionner comme un expert, faites le reverse engineer du temps que ça prend. Ça va y prendre un temps X pour maîtriser, apprendre tout le contenu qu'il y a à savoir, prendre un temps Y pour aller se positionner. Fait que, déjà là, je vous garantis que sa méthode qui vous dit que c'est la prochaine grosse affaire, c'est déjà dépassé. C'est juste une question de vous l'avez appris sur le tard, vous avez encore le fait, on embarque quasiment des fois dans la naïveté. Puis de là, c'est sûr que tout le monde prêche pour sa paroisse. Fait que, vous allez parler à un expert Facebook, c'est sûr qu'il va vous plugger que Facebook, la publicité Facebook, c'est encore la meilleure façon d'avoir du retour sur ton investissement pour de la visibilité. Les coûts sont bas, tu rejoins facilement des audiences. Tu vas parler à un expert Instagram, il va te dire complètement quelque chose de différent. Tu vas parler à quelqu'un qui fait de l'affiliation, ça va être la même chose parce que ils ont trop mis le B, ils ont le bras dans le tordeur. Fait qu'à partir de là, ils essayent très souvent d'aller, c'est de la gestion de crise à la limite, de sauver les meubles, de comme, mais là, je me suis peinturé dans un coin comme un expert d'une mode qui est plus à la mode, qui je peux aller chercher. Fait que c'est dangereux. Honnêtement, de mon côté, marketing, on va parler éventuellement dans un autre épisode de délégation. C'est quelque chose je m'arrange pour connaître les grandes lignes, mais très souvent, pour le reste, au niveau des tactiques, c'est pas moi qui le mets en place. Ça prend quelqu'un qui fait ça 100% du temps pour rester à jour, sinon c'est impossible de suivre la parade, en plus de faire la gestion de ta business. Moi, c'est exactement mon approche aussi. De mon côté, ça a toujours été le fait d'aller chercher des experts marketing, des personnes qui sont... je pense que je suis une personne qui est OK en marketing, mais je ne suis pas un marketeur. Donc, je suis comme toi, on va connaître la base, on va savoir faire certaines choses, mais quand ça vient de surfer la nouvelle tactique, je suis pas ton gars. Okay. Donc, par curiosité, je te pose la question, magasines-tu un expert par tactique ou tu vas aller miser sur un expert marketing, donc qui fait 100% de son temps passe en marketing, mais que clairement n'a pas une spécialité dans une chose? Généralement, moi, je vais aller plus dans la spécialité. Fait que je vais aller chercher un gars qui va être spécialisé dans telle affaire. Donc, on va dire dans la publicité Facebook, je vais aller chercher le gars qui est dans la publicité Facebook. Moi, je vois l'approche, c'est toujours la même approche, l'approche du médecin. OK? Tu as un cancer. Tu vas aller voir ton médecin de famille ou tu vas aller voir un spécialiste, c'est quoi? C'est un oncologue, je crois qu'on appelle. Mm-hmm. Est-ce que tu vas aller voir ton oncologue? Est-ce que tu vas aller voir la personne qui est spécialisée dans ce... Ou même aller au-delà et aller vers la personne qui est spécialisée dans ce type de cancer-là? Je comprends et je suis d'accord avec ton imagerie, mais je suis en désaccord avec le principe de fond. Je t'explique pourquoi. Moi, la raison pour laquelle je fais l'inverse, moi, de mon côté, je vais miser sur quelqu'un qui fait ça à temps plein, mais qui n'a pas une spécialité. Parce que je sais que cette personne-là va avoir une connaissance plus approfondie, donc ne me vendra pas une tactique qui va le mettre en valeur, va me vendre une stratégie, va être capable de, après ça, tu sais, cette personne-là, sa job, c'est d'avoir des résultats en marketing. Donc, par défaut, elle doit avoir accès à des spécialistes. J'aime mieux engager un middleman que ça va être sa responsabilité d'aller valider avec l'oncologue, admettons, peu importe, avec le spécialiste, pour être capable de s'assurer que la stratégie qu'il me présente, elle est viable et elle est appuyée par justement des fondements, des principes qui sont à jour, que de devoir gérer moi-même chacun des experts. Je suis d'accord avec toi, mais ce côté-là, c'est si tu es en position d'engager quelqu'un, oui, en effet. Au niveau du marketing, oui, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Si tu as un employé à engager, engage un généraliste qui est capable d'aller chercher, de trouver, savoir qui est le meilleur spécialiste là-dedans. 100%, c'est le même principe. Dans le fond, c'est le même principe que le médecin de famille et puis l'oncologue. Là, le médecin de famille va voir probablement va diagnostiquer, il va aller te référer à un oncologue. Là, c'est un petit peu la même chose. Moi, de mon côté, c'est certain que
ça dépend des business. Là, en ce moment, j'en ai pas de marketing manager. Fait que c'est un petit peu qui va aller chercher, qui va dispatcher, qui va aller chercher la personne qui est la meilleure en Facebook Ad, la personne qui est meilleure en LinkedIn Outreach, des choses comme ça. Et je vais amener ça dans la compagnie. C'est certain que je suis pas tout seul. Après, j'ai Cédric, c'est mon assistant, mais en ce moment, je vais vers ces personnes-là. C'est certain que avec les compagnies comme BuyOptimizer, les plus grosses compagnies que j'ai gérées, il y avait une personne qui était un marketing manager. Et cette personne-là, tu veux la garder long terme parce que justement, comme tu as dit, ça te prend un overview général de ce qui se passe. Tu veux être traité par l'expert, je ne pense pas que tu vas être suivi par l'expert. Parce que si tu es suivi par l'expert en oncologie, la journée que tu as quelque chose au foie, lui, il ne le saura pas. C'est vrai. Non, mais ça prend un flag waiver. Puis je ne pense pas que c'est l'expert qui est en position de faire ça. Je pense qu'il est en conflit d'intérêts. Donc, pour un entrepreneur, si on parle d'un point de vue stratégique, je pense que c'est plus intelligent de miser justement sur avoir un point de contact central pour nourrir tes stratégies qui va le gérer pour toi. Et ça va être sa responsabilité d'aller chercher l'expertise spécifique aux tactiques que tu veux mettre en place. Mais ça, c'est si la personne va... Parce que moi, je le vois souvent, des agences marketing qui offrent des services un petit peu à la carte, qui sont pas nécessairement spécialistes qui n'ont pas nécessairement de spécialité, mais qui vont pas justement chercher cette expertise-là d'extra. Je fais jamais affaire avec des agences. Je sais pas Fais-tu affaire avec des agences, toi? Ça dépend pourquoi. J'ai déjà fait avec des agences au niveau du marketing de contenu, distribution, marketing de médias sociaux, etc. Très rarement au niveau d'une entreprise généraliste. J'aimerais ça, par exemple, qu'il y ait une entreprise généraliste, mais qui ait accès au cream of the crop, tu sais, la crème de la crème. Parce que souvent, ils vont se brander comme ça. Ah oui, nous, on est les meilleurs, mais tu regardes un petit peu, non. Les meilleurs sont en leur compte. Déjà, une firme qui se dit... Moi, c'est pour ça que la raison pour laquelle je ne fais pas affaire avec une firme, c'est qu'on paye le plein prix pour qu'ils puissent couvrir les salaires de tout leur staffing. Donc, les prix sont souvent overpriced. Ils misent sur un portefeuille de clients intéressants, mais les portefeuilles de clients intéressants, c'est parce que ces business-là sont tellement rendus détachés qu'ils veulent du 360 tout à la même place. Je comprends. Mais de mon côté, à date, j'ai plus de plaisir minimalement et à date, je pense que j'ai les mêmes résultats de faire affaire avec du pigiste, du travailleur autonome généraliste qui va m'offrir les mêmes services qu'une firme à moins gros tarifs. Et aussi, vu qu'il est tout seul, il y a moins de clients, c'est plus facile de développer un rapport avec, puis de là, sur le long terme. Avec des firmes, il y a tellement de taux de roulement que tu vas commencer, tu vas avoir un chargé de projet, tu vas faire 1 an, tu vas en avoir passé 4. Ouais. Mais ça, c'est une bonne chose aussi de se regarder aussi. Si vous êtes une entreprise et vous avez différentes entreprises qui sont un petit peu dans la même situation que vous avez peut-être besoin d'un stratégiste marketing, par exemple, vous pouvez aller voir d'autres compagnies et se dire, OK, ben écoute, on est peut-être qu'à 4, on peut se partager une personne plein temps. Nous, on l'a fait régulièrement quand j'étais dans le publishing. On avait toujours ces 3 compagnies-là avec qui on travaillait, qui étaient... C'est pas nécessairement des compétiteurs parce qu'on travaille avec nos propres clients. Donc, il n'y avait pas nécessairement de compétition. On avait nos propres clients et on s'aidait beaucoup au niveau stratégique, même au niveau tactique. Mais on se partageait certains sous-contractants ou certains professionnels justement pour baisser ce coût-là et faire sûr qu'on avait cette personne-là, à temps plein, si tu veux, parce que nous, on n'a peut-être pas un besoin à temps plein pour certaines personnes ou ce spécialiste-là, mais avec 4 employeurs qui se mettent ensemble, là, ça fonctionne. Fait que ça peut être une bonne stratégie pour vous autres. C'est quoi, toi, ton approche? Comment t'établis? Qu'est-ce que ta vision de la stratégie? Comment est-ce que tu établis ta stratégie sur le long terme? De mon côté, c'est tout le temps le bon, mais qu'est-ce que je vise à accomplir? La tactique, de moi, la façon que je le vois, c'est le processus. C'est comme c'est qu'est-ce que je mets en place qui est actionnable. Là, d'un matin, je rentre, je fais cette action. Ça devrait générer tel résultat. Ouais. Alors que la stratégie, mais justement, qu'est-ce que je vise à aller chercher? Mettons, est-ce que je veux me positionner comme l'outil référent de gestion de la formation pour les PME? Oui, parfait. Bon, à partir de là, ça, c'est ma stratégie de fond. De là, mais est-ce que je développe des tactiques multiples pour dire tactiques spécifiques avec les business de retail, tactiques différentes avec peut-être la vente de formation en ligne? Donc, en arrière de tout ça, la stratégie reste commune de dire plateforme de formation, le réflexe, puis le reste, c'est juste des actions, puis à partir de là, ta stratégie ne devrait pas changer souvent. Tes tactiques devraient être revues régulièrement. 100%. Le pivot est de toute façon doit être fait de façon constante en affaires au niveau tactique. La ligne directionnelle, l'alignement doit être
on doit rechercher le plus de constance possible quant à l'alignement. Nous, on approche il y a 3 étapes vraiment dans l'établissement d'une stratégie. Moi, je vois toujours ce qu'on appelle la big picture, l'image, si tu veux, la vision globale de ce qu'on veut. Puis tu en as parlé. C'est vraiment de savoir, OK, c'est quoi qu'on veut? C'est quoi la business? Où est-ce qu'on veut s'enligner avec ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, etc. C'est culturel, rendu là. Oui, mais c'est vraiment rendu où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi la destination? T'sais? Et ensuite, on va aller et puis on va se fixer des objectifs peut-être financiers, on va dire sur 5 ans, peu importe, puis ça c'est correct. Mais au niveau stratégique, on va travailler beaucoup de façon annuelle. Donc, on va regarder ce qu'on appelle une annual guideline, une ligne directrice annuelle, où on va se fixer à peu près 5 items. On va se dire, OK, voici ce qu'on veut voir devenir une réalité dans les 12 prochains mois. Et à partir de ce moment-là, on sait qu'on a notre on a notre ligne directrice, on sait qu'on a notre étoile du berger, si tu veux, qui va nous guider vers une ligne assez droite. C'est certain que, comme tu dis, la tactique peut changer, les circonstances peuvent changer, le marché peut changer, peu importe. Et c'est certain qu'il va falloir pivoter à un moment donné. Mais ça, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye le plus possible de ne pas être réactif par rapport aux choses d'être trop réactif rapidement, et on va se fixer une stratégie trimestrielle. Donc, travailler sur une base de 90 jours, et ensuite avec des projets spécifiques, avec des tactiques spécifiques et des actions spécifiques pour en arriver là. Mais ensuite, on va faire le review, si tu veux, on va faire l'analyse tous les 90 jours de qu'est-ce qui a bien été, ce qui n'a pas bien été, etc. Et à partir de là, on va faire un micro-plan stratégique de 90 jours avec les tactiques nécessaires et le pivot peut-être nécessaire. Mais souvent, je pense que peut-être une erreur qu'on va essayer de faire, c'est justement d'être trop réactif par rapport à certaines tactiques. On va dire, oh, ceci, c'est super hot maintenant, et puis je dois le faire, et puis je vais oublier tout ce qui se passe, et on va négliger un petit peu la stratégie aux dépens de cette tactique-là. Et le plus souvent, on va en sortir plus perdant que gagnant, parce qu'on dévie de la route. Hein? Quand tu prends sur une route, pour se rendre à un point particulier, la façon la plus rapide de le faire, c'est en ligne droite. C'est le chemin avec le moins de résistance. Souvent, c'est ça. Mais bon, on sait que souvent, on va voir quelque chose sur le bord du chemin, puis on va être tenté de s'arrêter, on va être tenté de prendre le petit chemin de côté, justement, pour aller explorer un petit peu. Et on va le faire souvent. Mais bon, moi, ce que je recommande toujours de faire, c'est d'établir au niveau stratégique, oui, il faut faire la révision de ce qu'on veut, la révision annuelle, mais aux 90 jours, essayer d'aller le plus droit possible par rapport à ce qu'on veut faire. Et ensuite, si on doit pivoter, on s'arrête, on crée un plan, on établit les tactiques, et là, on peut aller explorer un petit peu et revenir peut-être après dans 90 jours. Donc, ça limite le risque et aussi, ça augmente beaucoup, beaucoup le focus par rapport à la stratégie. Je ne sais pas si de ton côté, tu fais l'exercice avec ton monde, mais de mon côté, je m'amuse des fois à dire, OK, bon, mais on va définir, mon liner est très simple, on va définir quelle est ta stratégie, où est-ce qu'on s'en va avec ça, comment est-ce qu'on s'y rend. Puis les gens, c'est là que tu vas avoir le réflexe. Est-ce qu'ils bâtissent, je suis au point A, je m'en vais au point B, ou est-ce qu'ils bâtissent, qui reverse engineer, comme que je leur apprends, on détermine quel est le point B, et maintenant, quels sont tous les chemins possibles. Si je reviens, mettons, on dit, bon, mais je veux devenir X, bon, mais parfait, je vais identifier 3 façons de me rendre. Fait que de là, en le faisant reverse engineering, ça t'apprend à faire, bon, mais laquelle est-ce qui me garantit pratiquement un résultat, mais pas nécessairement que tu vas avoir du fun à le faire. Ça te donne des options. Si tu pars de ton point A et tu développes ta stratégie pour te rendre au point B, le problème avec ça, c'est que souvent, tu vas faire l'exercice de juste développer un chemin pour te rendre à chacune des étapes. Si tu pognes un bloquant quelque part, tout le reste de ta stratégie vient de prendre le bord, justement, parce que tu viens d'enlever la base. En travaillant à l'envers, ça te permet de dire, bon, mais on va mettre des délais, puis je sais que j'ai toujours 2, 3 alternatives pour arriver à mon résultat. Je vais me donner un délai X, puis je vais faire celle qui me tente. Mais passer ce délai-là, si je ne suis pas arrivé au résultat, je vais changer ma tactique et je vais faire celle qui me tente pas nécessairement, mais celle qui a un taux de qui a un meilleur taux de garantie peut-être d'arriver au résultat. Fait que tu as toujours une béquille au minimum. Pour finir, on va quoter le grand Stephen Covey qui dit « Start with the end in mind », commencez toujours avec la fin en tête.
Et puis, je pense que c'est une bonne façon de le voir. Pour établir une bonne stratégie, sachez c'est quoi la destination exacte, comme si vous étiez votre GPS. Hein? Vous êtes dans l'auto, vous allez faire quoi? Vous allez mettre le nom d'une rue, un numéro de maison et une destination spécifique. Et à partir de là, le GPS, lui, ce qui est bien, c'est que puis maintenant, c'est le fun parce que tu as tellement de technologie qui va te faire amener, si tu veux, à cette destination le plus tôt possible. C'est justement, de suivre cette destination-là. Tu veux-tu le plus vite ou tu veux le scenic route? C'est vrai. Tout le temps. Tu as le choix. Tu as le choix aussi. Donc maintenant, tu as le choix de le prendre. Et ensuite, est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Ça dépend de toi, ça dépend de ton contexte. Donc, toujours commencer avec la fin en tête. Intéressant topic, Mathieu, parce que il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Il y a beaucoup de... On n'est pas certain par où commencer. Et puis, je pense qu'on peut pas nécessairement aller dans la mauvaise direction quand on sait où on s'en va à la destination. Exact. Puis, c'est ça. C'est comme, tu as le tactique de comment est-ce qu'on fait les choses, la stratégie, qu'est-ce qu'on vise à faire. Puis, dans un autre épisode, on en parlera un petit peu plus, la culture en arrière. Qui est-ce qu'on veut être? Faire une chose, c'est correct, mais des fois, on fait des choses qui ne nous ressemblent pas. Donc, comment est-ce qu'on rattache la stratégie avec vraiment ta culture de business, ta culture d'entrepreneur, pour que les 3 paliers soient vraiment cohérents ensemble. Puis de là, par défaut, tu vas avoir un meilleur rayonnement de ta business. Au niveau ressources humaines, ça va être plus facile justement d'attirer, garder ton monde. Donc, il y a plusieurs bénéfices. Mais tout est interrelié en business. Totalement. Ça prend juste une chose qui est déphasée pour qu'on perd le nord un peu plus. C'est ça qui rend l'entrepreneuriat très intéressant et c'est ça qui rend l'entrepreneuriat aussi un chemin, si tu veux, super intéressant. C'est une route intéressante. C'est une belle, comme tu as dit, une belle scenic route. Absolument. Les amis, merci encore pour avoir écouté notre podcast, Les Instigateurs. Et je vous invite à, bien entendu, nous partager, si c'est quelque chose que vous aimez, partagez ces topics avec nous autres. Donnez-nous vos commentaires, envoyez-nous des questions, on est toujours ouvert à ça. Et on espère vous retrouver dans le prochain épisode. Salut. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.